Bonjour. L'arrêt de l'année en droit des obligations est sans doute l'arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en chambre mixte le 13 avril 2018. Cet arrêt est important à plusieurs titres. D'abord parce qu'il offre une solution nouvelle dans le cadre d'un contentieux particulièrement complexe, celui du crédit-bail. Ensuite, parce qu'il a été rédigé selon cette nouvelle méthode de la Cour de cassation dont elle a déjà fait illustration dans le passé, la motivation enrichie. Et cela nous offre des informations essentielles sur le raisonnement tenu par les hauts conseillers. Enfin et surtout, parce que le sujet se prête tout particulièrement à la rédaction de l'énoncé d'une consultation juridique. Or, vous savez que la consultation juridique est le propre aujourd'hui du nouvel examen de droit des obligations dans le cadre du CRFPA réformé. Parlons de cet arrêt rendu en chambre mixte le 13 avril 2018. Quels étaient les faits qui ont mené à cet arrêt ? Eh bien, nous sommes dans le cadre, nous l'avons dit, d'une opération de crédit-bail. Encore faut-il savoir ce qu'est une opération de crédit-bail. La chose n'est pas si aisée qu'il apparaît. En effet, une opération de crédit-bail est définie par la loi, mais dans le Code monétaire et financier. Or, vous n'aurez pas à votre disposition ce Code monétaire et financier le jour de l'examen de l'épreuve de droit des obligations, puisque seul le Code civil vous sera autorisé. Alors vous devez savoir ce qu'est une opération de crédit-bail. L'opération de crédit-bail est un ensemble contractuel. C'est du droit des ensembles contractuels dont nous parlons, et vous savez, ce droit des ensembles contractuels est l'objet de nombreuses interrogations prétoriennes à l'heure actuelle, mais aussi légales au vu de la réforme du droit des contrats. L'opération de crédit-bail, cet ensemble contractuel, est composé de deux contrats. D'abord, un simple contrat de vente entre un fournisseur et un établissement de crédit. Le fournisseur du bien mobilier va vendre ce bien mobilier à l'établissement de crédit. Ensuite, l'établissement de crédit va le louer avec option d'achat à une autre personne, son client, l'usager du bien mobilier en question. C'est d'ailleurs ce contrat entre l'établissement de crédit et son client que l'on appelle à proprement parler le crédit-bail. Le client va louer le bien à l'établissement de crédit qu'il a acquis auparavant, et la location de ce bien va se terminer, parce que le contrat est en général à durée déterminée, avec la possibilité pour l'usager, le client, d'acheter finalement le bien à l'établissement de crédit. Vous connaissez cette opération parce que vous en avez finalement l'habitude. Il suffit de prendre, pour exemple, les pubs TV pour la vente d'auto. Aujourd'hui, on vous parle de location avec option d'achat. C'est tout simplement une autre façon d'appeler l'opération de crédit-bail, appelée aussi par son terme anglais, le leasing. Quelle était la question posée au juge du droit dans cette affaire ? Eh bien, la question est assez simple, et pourtant, elle est extrêmement importante et complexe. En effet, la question est celle de savoir quel est le sort du contrat de crédit-bail, donc du contrat conclu entre l'établissement financier et son client, ce contrat de location avec option d'achat, lorsque le contrat de vente conclu entre le fournisseur et l'établissement de crédit est résolu. Quel est le sort du deuxième contrat, celui de crédit-bail, quand le premier contrat, le contrat de vente, a été résolu. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation est interrogée sur ce point. La Cour de cassation avait déjà été interrogée en 1990 et elle avait rendu un arrêt extrêmement important, et même plusieurs qui ont suivi, dans lesquels la Cour de cassation décidait que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résolution du contrat de crédit-bail. La résolution entraîne la résolution, en apparence, la solution était logique. Mais elle n'était pas sans poser de difficultés. De deux ordres. D'abord, la résolution s'entend d'une inexécution contractuelle. Or, la résolution du contrat de crédit-bail sous-entendait que l'établissement de crédit n'avait pas exécuté son obligation, ce qui évidemment n'était pas le cas. Ensuite, parce que la résolution, ou résiliation en l'occurrence,
permet l'application de clauses contractuelles qui ont pu être imposées par une des parties. Eh bien, la résiliation du contrat de crédit-bail laissait la possibilité à l'établissement de crédit qui avait imposé des clauses d'aménagement de la résiliation, comme une clause d'indemnité, faire application en l'espèce au détriment du client. La solution n'était donc pas rigoureuse d'un point de vue juridique, et elle était aussi quelque peu attentatoire aux droits de la partie faible, le client. Dans une relation bancaire, la banque est toujours le fort, le client est toujours le faible, et là, le faible pâtissait de la solution judiciaire. Il était donc nécessaire de changer. La solution rendue par la Cour de cassation dans l'arrêt Chambre mixte 13 avril 2018 corrige les inconvénients, finalement, de la jurisprudence antérieure. Bien évidemment, la Cour de cassation va continuer à considérer que l'anéantissement du premier contrat par résolution va entraîner l'anéantissement du second contrat. Mais le mode d'anéantissement du contrat de crédit-bail ne va plus être la résolution. La Cour de cassation décide, en effet, dans cet arrêt rendu en Chambre mixte le 13 avril 2018, que la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail. Ce qui permet notamment, effectivement, de dire le contrat de crédit-bail anéanti, ce qui est logique, mais ce qui permet aussi de rendre inapplicables les clauses d'aménagement de la résiliation et donc rendre impossible l'exigence par l'établissement bancaire à son client du paiement d'une indemnité. Cet arrêt est important, nous l'avons dit, parce qu'il offre donc une solution nouvelle. On le voit, il offre aussi une solution protectrice de la partie faible, l'usager, le client. Mais ça n'est pas la seule originalité, particularité de cet arrêt de revirement. Il s'agit d'un arrêt qui a été rédigé selon la technique de la motivation enrichie. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Cour de cassation est en train d'opérer sa réforme. Là où la Cour de cassation s'est toujours livrée à des arrêts plutôt sibyllins, à des arrêts où son raisonnement était exposé de manière succincte, où seule la solution presque comptait, la Cour de cassation se livre aujourd'hui, notamment dans certaines matières où le contentieux est complexe, et notamment lorsque elle porte un revirement de jurisprudence, à tout un raisonnement qui est expliqué dans l'arrêt. Et c'est le cas de l'arrêt rendu en Chambre mixte le 13 avril 2018, et ce qui est extrêmement important de relever, c'est que la Cour de cassation, pour rendre cet arrêt du 13 avril 2018, s'est inspirée, partiellement au moins, de la solution qu'elle portait en matière de location financière. Ce droit de la location financière, qui n'est ni plus ni moins qu'un démembrement du droit des ensembles contractuels, la location financière est une opération d'ensemble, un groupe de contrats, comme l'est le crédit-bail, a donc inspiré la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 13 avril 2018. La Cour de cassation a en effet pris conscience, connaissance, pris en considération les avantages et les inconvénients des solutions qu'elle avait portées dans deux arrêts aussi rendus en chambre mixte, en 2013, à propos de la location financière, pour déterminer effectivement la solution du 13 avril 2018. On a donc un raisonnement de la Cour de cassation qui est extrêmement étayé, qui est déroulé étape par étape, et qui n'hésite pas à révéler que la Cour de cassation procède à un raisonnement par analogie. Ici, va être comparé l'intérêt de la solution en matière de crédit-bail par rapport à l'intérêt de la solution déjà rendue en matière de location financière. Pourquoi dire que cet arrêt du 13 avril 2018 constitue un beau sujet de consultation juridique dans le cadre du CRFPA? Vous le savez, l'épreuve de droit des obligations, depuis le CRFPA 2017, a été réformée. On n'est plus face à des simples cas pratiques, mais véritablement des consultations juridiques, des consultations qui se veulent à la fois objectives, mais quand même de conseils pour les clients.
forcément, une consultation juridique doit trouver assiette sur une situation un peu complexe, tout simplement pour que vous, candidat, vous ayez à rédiger une copie qui vous amène à discuter plusieurs points de droit à partir d'une situation donnée. Eh bien, l'arrêt du 13 avril 2018 s'appuie lui-même sur une situation de fait assez complexe, une opération de crédit-bail, ça n'est pas à la portée de la compréhension de tout le monde d'abord, mais aussi et surtout parce que va en découler un certain nombre de questions potentielles. D'abord, pensez-le, il sera très facile pour l'examinateur de vous interroger sur la résolution du contrat de vente. Cela vous fera envisager tout le droit de l'inexécution contractuelle, mais surtout le droit de la résolution judiciaire au sens de la réforme du droit des contrats de 2016. Donc il y aura une première question sur la résolution du contrat de vente. Ensuite, il sera très facile à l'examinateur de vous faire qualifier la situation juridique subséquente, celle du crédit-bail. Cela vous amènera évidemment à qualifier juridiquement les droits et obligations des parties, ce qui est véritablement important dans le cadre d'une consultation juridique, comme on a pu le voir dans le cadre du CRFPA 2017. Enfin, c'est une question d'actualité, c'est une question aussi de sagacité technique. Il faudra être capable de voir la différence entre la résolution et la caducité. Il faudra montrer que l'on connaît le droit de la location financière pour expliquer le droit du crédit-bail. Et enfin, cela laissera place à une dernière question, la question de l'application, ou plus exactement ici, de l'exclusion de l'application des clauses d'aménagement de la résiliation. On voit que derrière donc cet arrêt se dessinent plusieurs questions type pour le CRFPA. Bien évidemment, il faudrait étudier point par point chacune de ces questions en détail. C'est évidemment quelque chose auquel on se livrera ensemble au cours de l'été.